Les faits sont graves, les constats est sans appel. La ministre Grace Coutinho, ministre de la Jeunesse, qui a organisé une marche en soutien au changement de la Constitution, c'est mercredi 12 août 2026, a été aperçue à bord d'un véhicule de la police nationale congolaise en train d'être amené vers les lieux où cette manifestation doit se tenir devant les centres culturels à Kinshasa, et ceci porte atteinte au caractère politique, apolitique plutôt, réservé aux forces armées et puis à la police nationale congolaise. Donc, comment une politique peut utiliser les véhicules de la police pour mener une campagne de changement de la Constitution? Quels sont les faits, quelles peuvent être les motivations liées à cet acte de violation de règles juridiques? Nous allons essayer d'avoir un avis beaucoup plus éclairé sur cet aspect des choses. De l'autre côté, il y a aussi un ultimatum qui a été donné au pouvoir, donné au président de la République sur la convocation de ce 15 août du dialogue. Ce dialogue qui est tant attendu. Si jamais le président de la République ne les convoque pas selon la coalition C64, il va falloir que celle-ci va déclencher à nouveau les mécanismes de contestation du changement de l'ordre constitutionnel sur terrain avec des marches sit-in ça et là. Et c'est ce que l'opposition a prévu. Et Martin Fayulu a tenu à rassurer que la constitution de la République démocratique du Congo ne sera jamais changée. Entre-temps, vous avez aussi les services nationaux avec ces ex-Koulouna, aujourd'hui appelés bâtisseurs par tout le monde, qui chicotent les Quinois de gauche à droite parce que ces derniers jettent les immondices à même les sols. Mais entre-temps, on peut constater qu'au niveau d'Assanef sur 24, il y a plusieurs poubelles en plastique qui sont amassées sur cet endroit-là, alors que partout à Limité, là-bas, il n'y a pas de poubelles. Les gens ne savent pas où jeter les immondices. Et quand ils les jettent à même les sols, ils sont quand même frappés, chicotés. Certains exécutent des pompes, 50 pompes, et ça devient un tout petit peu pénible et compliqué. Bienvenue encore une fois de plus, fidèles téléspectateurs. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir Maître Promesse Makubika. Bonjour Maître. Bonjour chers journalistes. En tout cas, j'ai eu un sentiment faraminé de revenir à nouveau sur votre plateau, d'autant plus que ça fait un bout de temps que les différents, la population congolaise, les différentes opinions et surtout les téléspectateurs qui nous suivent depuis un bon moment. Personnellement, cela fait beaucoup plus de temps que je supplie encore passer sur votre plateau. Mais vous également, vous nous avez manqué en quelque sorte. Exactement. Dit, bien que l'école des communicateurs avait continué toujours de tourner, de produire les émissions politiques parce que l'intérêt général est toujours une priorité en quelque sorte. Exactement. Mais votre présence et votre absence nous a également coûté en quelque sorte. Je voudrais ici rappeler que vous êtes porte-parole du parti AC2 de Gaston Piana, Exactement. qui est le président national. Avant que je puisse aborder la question relative à notre parti politique, j'aimerais bien vous souhaiter bon retour en Merci quelque beaucoup. sorte et bonne continuation de votre Merci émission beaucoup. et précieux travail. Et ensuite de cela, tel que vous l'avez dit, je suis porte-parole de l'Alliance des Congolais engagés pour le développement, ACED, le parti dirigé par le président Gaston Piana. Mais aussi, je profite de votre tribune pour saluer mon président national qui me suit et de surcroît, le secrétaire général de mon parti politique, messieurs Nasser Malik, qui est le vertébré. Nous sommes en train de nous battre pour essayer d'implanter notre parti politique dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et je souhaite, en tout cas, le bienvenu en quelque sorte au nouveau professeur. Oui, bien qu'il n'est pas encore nommé professeur, mais il vient de soutenir sa thèse. C'est qui? Il est le secrétaire général adjoint Gilles Mbouy. Okay. En tout cas, je profite de cette tribune pour vous féliciter. Félicitations pour votre soutenance des thèses. Et par ailleurs, accorde-moi également du temps pour dénoncer les bavires qui se font au niveau de la commune de Makala. Hier... Les bavires policières ou les bavires policières. de Koulouna? Les bavires policières et
Et jusqu'à preuve du contraire, nous considérons cela comme étant une injustice. Et cela fait beaucoup de temps. Les policiers, la quasi-totalité des éléments de la police qui sont au niveau de Makala, continuent de violer, et surtout de mettre à mal la sécurité de notre population. De mettre ils violent à mal quoi? Les règles juridiques? Exactement, ils violent les règles juridiques en les places qui sécurisent la population, mais ils se livrent à des actes barbares, en quelque sorte, notamment les arrestations arbitraires, des détentions illégales. Aujourd'hui, les jeunes qui sont au niveau de la commune de Makala ne sont pas libres, ils ne peuvent pas sillonner, ils ne peuvent pas marcher. Pourtant, la Constitution garantit la liberté de circuler. C'est-à-dire, nous sommes en quelque sorte dans une prison, et si un jeune veut voir un policier, en quelque sorte, il doit fuir, à la place d'être rassuré que non, c'est un élément de la police, là, le rôle de la police, c'est de les sécuriser. Hier, je vous informe et je dénonce cet incivisme, en quelque sorte, chose qui s'est passée hier, ce n'est pas encourageante. Qu'est-ce qui les s'est éléments passé? de la police nationale congolaise, j'arrive, les éléments de la police nationale congolaise, toujours avec leur mission odieuse, leur mauvaise façon de concevoir et de faire les choses, ils se livrent à des arrestations arbitraires. Et les jeunes, ils ont marre de ces barbares, ils se sont répliqués. Il y a eu un affrontement entre ces jeunes. Et à l'issue de ces affrontements, nous comptons toujours des morts et des blessés. En tout cas, j'interpelle le commandant de la ville de prendre toutes les mesures idoines et nécessaires et surtout d'infliger des sanctions nécessaires pour remettre l'ordre au niveau de la commune de Makala. La population de Makala, en tout cas, elle est traumatisée jusqu'à preuve du contraire, aussi bien qu'elle est satisfaite. Je vous rappelle qu'ils ont le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa et ensemble avec le gouvernement national, au-delà du fait que ils ont construit plusieurs routes au niveau de la commune de Makala, mais surtout, il y a la construction des ponts. Et ces ponts, c'est très important. Les ponts qui relient les différentes communes, entre autres Makala, Ngiringi, les ponts Gunza, en quelque sorte. En tout cas, ces ponts, à cause de son mauvais état, ça créait des inondations, ça mettait également en mal la sécurité et la tranquillité de la population. Mais avec cette construction, à la suite également de notre plaidoirie, je vous informe, et aujourd'hui, la population congolaise est satisfaite de la décision du gouvernement. Merci beaucoup, maître Promesse Makoubikwa. Maintenant, entamons, je voudrais que nous puissions revenir d'abord sur la task force du président de la République avec les coordonnateurs, le général Kassongo, Kabwik, Jean-Pierre. Vous voyez ce qui se passe dans la ville. D'abord, la première question. Lorsqu'on veut assainir une ville comme Kinshasa, on devrait se poser la question, combien de tonnes de déchets sont produits par jour? Et à l'aide de quels moyens faut-il gérer ces déchets? Pensez-vous qu'avec la quantité de déchets qui sont produits quotidiennement à Kinshasa, la force physique humaine peut suffire pour gérer ces déchets avec les ramassages, balayages des routes, ainsi de suite? Est-ce que ça peut suffire? Ou il fallait envisager une solution beaucoup plus rigoureuse avec des engins capables de balayer peut-être des dizaines de kilomètres par jour ou des centaines de kilomètres par jour au lieu d'utiliser la force physique humaine? Merci beaucoup encore une fois de plus pour votre question. Déjà, lorsque vous abordez la task force signifie juste un service temporaire. C'est une organisation temporaire pour résoudre une situation, entre autres la question relative à la salubrité. Et vous avez déjà la réponse, vous et moi nous avons la réponse que ces task force ne suffit pas pour résoudre définitivement les problèmes de l'insalubrité qui se vit au niveau de la ville de Kinshasa. Et surtout non seulement Kinshasa, même ailleurs, partout en RDC, puisqu'il faut rappeler à l'opinion publique et surtout rappeler à nos autorités que la ville de Kinshasa ne constitue pas la ville démocratique du Congo. La ville démocratique, nous avons 26 provinces. Aussi bien que la ville de Kinshasa, c'est une ville miroir. C'est une ville miroir, c'est un miroir de la capitale, en ce sens que c'est ici où siègent plusieurs institutions. Mais par là, en ce qui concerne la task force, moi je pense que la task force ne va pas suffire pour résoudre définitivement la question de l'insalubrité. Tout en saluant, je commence d'abord par saluer le travail qu'est en train de battre le général Kassongo Kabwik. La personne ne peut nier cela, ne peut remettre en cause, en tout cas, les prouesses de ce général. Il est commandant de la ville, il est tenté d'infliger une leçon politique. Ça, c'est constaté. Exactement. Oui, allez-y. Il est tenté d'infliger une leçon politique, une leçon de gestion en quelque sorte à nos politiques, à des civils,
aussi bien qu'il ait commandé la ville, mais avec de peu de moyens. En tout cas, nous sommes en train de voir les résultats escomptés. Est-ce que les moyens qui lui ont été donnés ont-ils été donnés à Daniel Bumba et ça n'a pas suffi, il n'a pas pu exécuter le travail? D'ailleurs, Daniel Bumba a toutes les possibilités de mobiliser les recettes des Républiques démocratiques du Congo. C'est-à-dire, au regard de toutes les compétences qui lui sont conférées, Daniel Bumba a beaucoup de moyens. Il est vrai, il a la caisse de péréquation, c'est lorsqu'il mobilise, il devait verser en quelque sorte au gouvernement central. Exactement, au gouvernement central. Ensuite, le reste, ça va permettre à la ville de Kinshasa de pouvoir résoudre quelques situations politiques, mais nous ne sommes pas arrivés par là. Là, je vous rappelle que les présidents avaient lancé plusieurs autres campagnes. Je vous ai posé la question sur la capacité de cette task force à gérer les... Je suis là. Nous sommes en train de poser les bases. Ensuite, nous allons entrer dans le vif de votre sujet. Okay. J'ai profité de votre tribune pour saluer le travail qui a bâti le général Kasongo Kabouit. Je pense que les politiques doivent suivre cette logique, cette lancée pour résoudre également les différentes questions de la politique. Déjà, pour répondre à votre question, je pense que la task force ne suffit pas. C'est déjà une solution conjoncturelle, c'est-à-dire une solution pour un temps. Entre-temps, qu'est-ce que devons-nous faire maintenant pour résoudre définitivement la question de la salubrité? Moi, j'ai toujours opiné j'ai toujours pensé que pour résoudre définitivement la question de la salubrité, il faut réunir plusieurs conditions. Entre autres, au-delà du fait qu'il faut appliquer la loi. Je vous informe, je vous rappelle ici. C'est-à-dire, là, je vous rappelle qu'il y a une loi en vigueur sur l'environnement qui interdit les jets des déchets dans l'espace public, en quelque sorte. Et toujours à ce titre, je profite de votre tribune pour dénoncer ce que font également les services nationaux. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont entrés, en tout cas, des produits de bon travail, que lorsqu'ils commettent des bavures, nous ne pouvons pas dénoncer. Ce n'est pas ça la politique. L'intérêt de la population doit toujours être au-dessus de nos considérations politiques. Ce n'est pas pour autant que je suis de la majorité, je dois toujours soutenir, même si quelque chose qui ne va pas. Non, ce n'est pas ça. Nous, dans notre parti politique, l'intérêt du peuple a toujours primé. Alors, les services nationaux, ils sont en train d'infliger en quelque sorte des sanctions, des lourdes sanctions, voire même aller aux travaux forcés. Là, ce n'est pas la solution. La solution serait bel et bien, si une personne jette les immondices, il doit payer l'amende. Si la personne paye l'amende... Auprès de qui? Auprès de l'État, auprès des services qui sont bel et bien là. Si vous lisez l'amende, en principe, ça devrait être payé en banque. Exactement. Maintenant, il faut mobiliser les services compétents. Exactement, les services compétents. C'est ça la solution. Nous sommes en train de réfléchir de ces questions. Oui. Il faut mobiliser les services compétents qui doivent recevoir cette amende. D'ailleurs, pour également nous éluder à ce qui se font même au niveau de la police, les Congolais payent des amendes, mais ces amendes ne sont pas versées à la caisse de l'État. Non, il faut également encadrer cela. Et nous sommes en train juste de proposer certaines pistes de solutions pour permettre à ce que nous... Donc, vous ne voulez pas... olingi te soki mutabwa ki matiti nanzela babeta efimu te babeta pompe te il faut afuta mbongo. Exactement, il faut afuta mbongo. Pourquoi je dis cela? Parce que les services nationaux mais si vous sillonnez na ba cité beaucoup ici, il y a des boutiques et tout ce qui va avec, vous allez remarquer même devant nos parcelles, il y a des immondices, il y a des déchets. Et moto salité na eza liboswana ya pikati ya lupangu na ye sanction ni bopé ça sanction ezate soki service national aye obetsa bango pompité ba nyonso mapona ba. Or si il y avait réellement l'application des textes, là tout le monde a obanga mutabi que des chaînes eza liboswana aroba mutabi que des chaînes maître, il y a un problème. C'est que les services nationaux ne travaillent que sur les grandes artères. C'est ce que j'ai dit. Donc, les boulevards, ainsi de suite. Or que ce n'est pas ça la vie. Dans les avenues, ils ne sont pas là. Pourquoi ils ne sont pas là? Parce que... Et quand est-ce qu'ils iront dans les avenues? Donc, pendant le moment où ils iront dans les avenues, les boulevards deviendront encore sales. C'est ça le problème. Voilà pourquoi je ne soutiens pas cela. Je dis cela, c'est une solution. Il faut repenser. Il faut penser autrement pour résoudre cette crise. Il y a entre autres... C'est-à-dire Kinshasa produit des milliers de tonnes de déchets. Ici, nous sommes au 21e siècle. C'est-à-dire dans d'autres pays, vous allez vous rendre compte qu'il y a même des aspirateurs, c'est-à-dire des véhicules qui aspirent des déchets. C'est-à-dire ça roule à tout moment. Là, ça roule et puis ça aspire. Exactement, ça aspire, ça balaye, ça fait tout et tout. Et pour y arriver, tel que vous m'avez également proposé, c'est-à-dire la question des salubrités doit être réglée par un service public. Moi, j'ai toujours pensé, je donne déjà ma solution en ce qui concerne cette question.
il faut créer un service public de l'État. Et à l'issue... Il y a Raskin. Raskin ne fait rien. Raskin, c'était juste un organe technique rattaché au gouvernement de la ville de Kinshasa. Lui-même, le gouverneur est dépassé par les événements. Il sait quoi faire. Il est en train de distribuer quelques billets de banque. Un service à caractère national. C'est-à-dire un caractère national qui va résoudre la problématique de l'insalubrité. Tel que je l'avais dit tantôt lors de mon introduction, c'est-à-dire nous ne pouvons pas simplement limiter la ville de Kinshasa. Le Congo est tellement vaste. Aussi bien que la ville de Kinshasa est une ville miroir. Alors il faut créer les services nationaux. Et dans ces services, au niveau des différents départements, il y aura un département qui aura la charge, qui aura cette compétence et surtout cette capacité de réunir, de rassembler les déchets en quelque sorte. Les autres viennent là pour percevoir la taxe. Là, je vous informe. Merci. Si on arrive à payer au moins 2000 francs par exemple par mois, c'est-à-dire la population est en train de soutenir ces services nationaux et ces services vont bien fonctionner. Merci, et au-delà de ça, là pour conclure, les services nationaux, nous saluons ceux qui sont en train de faire tout en condamnant le fait d'infliger des sanctions imaginaires et le fait d'infliger et surtout de soumettre la population à des travaux forcés. Là, c'est une violation de la Constitution. Ils ne sont pas d'accord. Là, ils doivent se limiter à la salubrité tout en quelque sorte en rappelant l'opinion publique et en sensibilisant que nous pouvons faire, mais nous ne pouvons pas jeter. Je profite également de la population, permettez-moi de conclure, aussi bien qu'également, c'est-à-dire la question de la célébrité, outre toutes les solutions, c'est également une question de la conscience collective. Moi, tel que je suis là, je suis un bon citoyen, je ne peux pas jeter les déchets au niveau de la parcelle. Et également, il y a également un problème, c'est-à-dire l'État doit placer dans les différents acteurs les corbeilles publiques. Et moi, en mon tour également, État population, je dois être interpellé, je dois comprendre le fait de jeter les immondices par-ci, par-là. Cela ne va pas contribuer au développement de notre ville. Merci beaucoup, Maître Promesse, pour cette première prise de parole. Mais moi, j'ai une proposition à faire concernant la gestion des déchets. Parce qu'il y a un fait que tous oublions. Est-ce que vous savez que ici à Kinshasa, dans toutes les parcelles, parce que nous utilisons souvent des cours communs, chaque porte au moins possède une corbeille dans laquelle ils jettent leurs déchets. C'est comme ça que quand vous allez dans chaque parcelle, au moins vous ne trouvez pas de déchets jetés par-ci par-là. Exactement. Donc vous trouverez qu'il y a un ordre qui est bien établi. Chacun gère ses déchets en sa manière. Maintenant, au niveau des parcelles, il y a une gestion rigoureuse des déchets. Le problème naît à partir du moment où les corbeilles doivent être vidées. Parce que les parcelles ne sont pas des poubelles dans lesquelles il faut conserver des corbeilles pour une éternité. Non. À un moment, ça doit être vidé. Mais où est-ce qu'il faut amener ces déchets-là? Voilà. C'est là que, s'il vous plaît, c'est là que vous constatez la défaillance totale de l'État. Parce que lorsque les déchets sont dans une parcelle, ça c'est un fait, lorsqu'ils doivent être sortis de la parcelle, ça devient maintenant l'engagement de l'État qui doit avoir une entreprise avec des personnes compétentes pour assurer la gestion rigoureuse de ces déchets-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'habitude, vous constaterez qu'il y a des gens qui sont avec des pousses, qui passent là, il y a des enfants qui passent là pour ramasser des poubelles, ça et là, aller les jeter. Mais ils vont les jeter où? Dans des rivières, ils vont les jeter où? Dans des caniveaux, ils vont les jeter où? Dans des emprises publiques. Et c'est ce qui dérange. Si l'État congolais, parce que rien que pour la gestion des déchets, l'État peut se faire des millions de dollars. Imaginons un fait. Que l'État congolais puisse disposer dans chaque coin d'une rue une poubelle publique. Et que toutes les parcelles de ces coins-là doivent déverser leurs poubelles, leurs corbeilles, leurs déchets dans cette poubelle publique-là, pour payer un montant même de 5 000 francs à la fin de chaque semaine. Donc, chaque parcelle, chaque porte au moins payerait 20 000 francs par mois. Quand vous multipliez par le nombre de ménages à Kinshasa, c'est des millions, des milliards de francs congolais que l'État congolais peut se faire. Et l'État n'aura pour rôle cette fois-là que de s'occuper de ces poubelles qui sont placées dans différents coins et de déverser quelque part les déchets qui peuvent servir à la transformation
doivent être utilisés, ceux qui peuvent être brûlés, on peut le faire. Les experts en la matière savent ce qu'ils peuvent utiliser et faire avec n'importe quel type de déchets. Et c'est comme ça que ça se passe partout ailleurs. Vous n'allez pas condamner les habitants d'un quartier X pour avoir les déchets dans des caniveaux publics, alors que l'État ne dispose d'aucune politique rigoureuse, d'aucune politique stricte sur la gestion des déchets et les modalités d'évacuation de ces déchets-là. C'est là que nous sommes bloqués. Parce que si vous dites aujourd'hui que les Kinois ont une mauvaise mentalité de saleté, de jeter des déchets dans des emprises publiques, quelquefois ça peut se vérifier, mais dans la plupart des cas, la faute incombe à l'État qui n'a pas pu organiser ces secteurs alors que la vie des gens en dépend. Si peut-être en Europe, il n'y a pas de maladies telles que la malaria, telles que des petites maladies là qui puissent exister en Europe, c'est parce que l'environnement est sain. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui distribuer des moustiquaires prétendant mettre fin, prévenir la malaria, alors qu'il y a des eaux de pluie qui sont amassées dans des caniveaux, il y a des déchets qui sont jetés par-ci, par-là, qui produisent des moustiques. Et vous distribuez des moustiquaires, vous pensez que les gens doivent circuler, même pendant la journée, tout en étant sous des moustiquaires. Ça, ce ne sont pas des solutions pour des vrais problèmes. La solution, c'est que si les milieux, l'environnement est assaini, il y a certaines maladies qui pourront disparaître d'elles-mêmes. Les cas comme la typhoïde, la malaria, ainsi de suite, ça pourrait disparaître d'elles-mêmes, toutes ces maladies-là. Donc, c'était la petite contribution que j'avais au sujet de la gestion des déchets, la gestion des immondices dans la ville de Kinshasa. Parce qu'il faut noter un fait. Si le président de la République aujourd'hui a créé une task force qu'il a mis à la disposition de la ville de Kinshasa, mais à Lubumbashi, il n'y a pas de task force. Au Kasaï, il n'y a pas de task force. À Mbujima, il n'y a pas de task force. À Kananga, il n'y en a pas. À Goma, il n'y en a pas. À Kisangani, il n'y en a pas. À Bwende et puis à Mbandaka, il n'y en a pas. À Luala Balaba, il n'y en a pas. À Kolwezi, il n'y en a pas. Donc, il faudra que le président puisse créer des task force dans chacune des villes en République démocratique du Congo, à Chikapa, à Mweka, chez moi. En ce moment-là, quel serait le rôle des administrateurs des territoires et le rôle des gouverneurs de province? Parce que cette question devrait être prise en charge par les gouverneurs de province qui sont les responsables respectifs des entités administratives décentralisées. Donc, la task force ne peut pas constituer en solution parce que quand vous calculez les tonnes de déchets qui sont produits par la ville de Kinshasa, en conformité ou bien en corrélation avec le nombre de personnes disposées pour gérer ces déchets, c'est insuffisant. Parce qu'ils ne sont que dans des artères, dans des grandes artères, mais dans les avenues. On ne voit pas les membres des services nationaux. Voilà pourquoi la solution que nous avons proposée paraît être comme la meilleure, quoiqu'elle peut être améliorée et discutée, pour trouver une solution définitive pour la gestion des déchets. On ne doit pas s'éterniser dessus, maître, comme vous le savez. On a aussi d'autres questions à pouvoir prendre en compte. Aujourd'hui, c'est mercredi 12. Vous avez constaté qu'il y a un embouteillage monstre au niveau du boulevard Triomphal. Pour cause, la ministre de la Jeunesse a fait une mobilisation pour les soutiens les soutiens au changement de la Constitution. Donc, elle a rassemblé les quelques jeunes de l'Union sacrée. Donc, c'est le ministère de la Jeunesse qui a fait cette mobilisation. D'abord, première question, est-ce qu'un ministère peut, à ce jour, une institution de la République, mobiliser pour le changement de la Constitution? Merci beaucoup de la question. Je pense que, outre simplement les ministères, mais beaucoup plus les gouvernements, je prends l'institution, lorsqu'on avait posé cette question, M. Patrick Mouyaya, il avait bien aimé répondre. Jusque-là, cette question n'a jamais été abordée au Conseil des ministres. Exactement, au Conseil des ministres. Cela sous-entend directement que l'action implémentée par la ministre Grace Coutinho n'engage qu'elle. Alors, personnellement... Elle n'engage qu'elle, mais entre-temps, elle utilise les moyens de l'État. J'y arrive, je suis en train d'analyser cela. Ça n'engage qu'elle. Et personnellement, tel que je vous avais dit tantôt, nous, au niveau de notre parti politique, bien que nous sommes
de la majorité parlementaire, cela ne veut pas dire que nous devons soutenir toutes les actions. Non. Parce que, d'après notre philosophie et idéologie politique, l'intérêt du peuple est la loi suprême. L'intérêt du peuple doit toujours primer au-dessus de nos considérations politiques. Moi, je pense que ce qu'a fait la ministre de la Jeunesse, d'ailleurs, je ne suis pas d'accord avec ça. Oui, je l'ai vu, et surtout à ce stade. Lorsqu'on veut implémenter une action politique, il faut toujours réfléchir sur les contextes politiques. Est-ce que était-il nécessaire que nous puissions également aborder la question sur les changements de constitution? Je ne dis pas que notre parti politique ou personnellement, je ne suis pas les changements de constitution. Je soutiens les changements de constitution. Mais est-ce qu'il faudrait-il organiser une marche quand on est au pouvoir, alors qu'on connaît bien la procédure pour arriver à un éventuel changement de constitution? Est-ce que organiser une marche pour mobiliser qui? Le président de la République qui est déjà favori, pour mobiliser qui? Le gouvernement qui est déjà favori, pour mobiliser qui? Les partis de l'Union sacrée qui sont déjà favoris, pour mobiliser qui? Les institutions, parce que personne ne s'y oppose. Mais quelle peut être à ce jour la nécessité de cette action? C'est ce qui pose problème. Nous sommes en train de la forme et le fond. C'est-à-dire, la ministre Grace Coutinho, elle a confondu les jeunes de son église, mais également les jeunes de son parti politique pour mener une telle action. Elle ne devait pas utiliser le ministère de la Jeunesse, je réponds directement à votre préoccupation, pour implémenter une telle action. Non, moi je pense que ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas une bonne manière de faire les choses. Elle devait simplement organiser une telle activité dans le cadre de son parti politique ou de son église. Ou de son église. C'est ça. Mais elle est en train de confondre. Voilà pourquoi il est également un autre problème. Je pense qu'avec sa manière de gérer, je profite également d'analyser la gestion de la ministre de la Jeunesse. Mais avant que vous y en arriviez, d'abord, elle a utilisé aussi un véhicule de la police. C'est ça. On l'a vu, on l'a aperçu sur un véhicule de la police. Après avoir perçu cela, je n'étais pas d'accord avec ça. En tout cas, Madame la Première ministre doit interpeller la ministre des Jeunesse pour la remettre en quelque sorte Nakata Nzela pour dire à ces ministres qu'elle doit dissocier et surtout elle doit établir la nuance entre qui tiktokese kuna na qui matalana, parce que à mon avis ce sont des matalana. Elle veut se faire voir. Parce que si vous remarquez, ça fait un bout de temps, on ne sentait plus les actions de cette ministre. Voilà pourquoi elle veut profiter de ce slogan. Oui, je l'ai fait pour implémenter une telle action. Tout en oubliant que les ministères, la ministre de la Jeunesse, elle ne peut pas mener une telle action. Récemment, l'Union sacrée, lorsqu'on voudrait organiser cette action, IDPS, même les partis au pouvoir, n'étaient pas d'accord. Avec les professeurs Mbata. Avec les professeurs Mbata, n'étaient pas d'accord. Kabouya s'y était opposé. Exactement, pour organiser la main de soutien de la Constitution. Cela veut dire quoi? En ce qui concerne les changements de Constitution, ni la majorité, moins encore l'opposition peut décider. Bien qu'il y a la liberté de manifester, la liberté de penser, la liberté d'opinion, mais il faut comprendre les choses et surtout comprendre les contextes politiques. À ce stade, c'était inopportun d'organiser une telle action politique. C'était inopportun d'implémenter une telle action politique et je ne soutiens pas cela. Voilà pourquoi moi, personnellement, étant jeune, je suis également jeune, mais je n'ai pas pu participer dans cette marche que je considère comme une instrumentalisation de la jeunesse à des fins personnelles. C'est-à-dire, Grace Coutinho, Madame la ministre Grace Coutinho, elle veut faire les yeux doux au président. Exactement, elle veut cajoler le président de la République, mais c'est-à-dire, si elle veut cajoler le président de la République, mais par quelle manière? Pas par cette manière. Ça, c'est dilapider l'argent de l'État, l'argent du contribuable congolais. Pourtant, le président de la République sait bien que nous devons refonder l'État. Là, je vous informe ici, avant de venir ici. Je lis un article publié par nos différents médias, tiré par notre média Jeune Afrique. Le président de la République a accepté déjà les dialogues nationaux. Là, je vous informe. Il a accepté les dialogues. Mais, dans ces dialogues, nous allons aborder les différentes questions de l'actualité politique, entre autres la crise, c'est qui est la crise politique, mais aussi la question relative à la refondation de l'État. Et lorsqu'on met la refondation de l'État, je pense que le président vise déjà au changement de constitution. C'est une question que nous devons débattre. C'est-à-dire, nous devons partager entre les différentes parties prenantes, entre autres la majorité, l'opposition, la société civile, même la population. Si Grace Coutinho, Madame la ministre, avait organisé au moins
un cadre de réflexion, surtout qu'aujourd'hui... C'est une journée internationale de la jeunesse. Là, ça allait être... Les gars, ça allait être légitime. J'allais même soutenir cette initiative. Mais ce qu'elle a fait aujourd'hui, en tout cas, c'est une honte. Voilà pourquoi, ni l'Union Sacrée, moi, je connais un parti politique. Je ne sais pas si... Je n'ai pas vu un parti politique. Nous n'avons pas soutenu cela. Plusieurs partis politiques sont désistés. Ils n'ont pas dit mot. Ils n'ont pas soutenu. Ils ont laissé juste Grâce-Coutineau faire ce qu'elle avait au nom de la liberté de l'opinion. Mais ce n'était pas nécessaire. C'était inopportun d'organiser une telle marche. Et surtout quand la ministre Grâce-Coutineau organise cette marche, quand le ministère de la jeunesse organise une marche en soutien au changement de la Constitution, la conséquence logique, c'est que elle entraîne avec elle tous les jeunes, alors qu'il y a des jeunes qui sont opposés au changement de la Constitution. Ne voyez-vous pas une division, une désolidarisation des jeunes qui ne se reconnaissent pas cette fois-là à leur ministère, alors que le ministère n'est pas politique? C'est ça, c'est ce qui pose problème. C'est une institution qui devrait gérer les problèmes de tout le monde. Exactement, les problèmes de tout. Voilà pourquoi je vous ai dit, à ce stade, nous devons nous réunir. Il faudrait, Grâce-Coutineau, Madame la Grâce-Coutineau, il faut qu'elle puisse, en tout cas, réunir les jeunes autour d'une réflexion commune. Parce que nous sommes à l'approche du dialogue. Qu'est-ce que la jeunesse va apporter? Qu'est-ce que la jeunesse va contribuer comme en quelque sorte son apport à ce qui est le dialogue? Quels sont les combats que nous allons mener? Ce que vous dites là, marche des pères avec ce que Maître Enoch Manoka a organisé les camps de la jeunesse. Parce que j'ai vu Enoch qui a rassemblé les jeunes de tous bords, de toutes tendances politiques confondues. Il y a des jeunes de l'Union Sacrée, il y a des jeunes de l'opposition, il y a des jeunes de la société civile. Ils se sont réunis pour réfléchir sur la place que la jeunesse peut occuper dans ces dialogues à venir, parce que les décisions qui se prennent aujourd'hui auront des conséquences demain. Et ceux qui sont censés vivre demain, ce ne sont pas forcément les vieux qui dirigent aujourd'hui, mais c'est nous, la jeunesse. Comme il est souvent dit que ce qui se dit ou se fait sans nous et contre nous, voilà pourquoi il prépare déjà la jeunesse à pouvoir accéder aussi à ces niveaux de discussion pour que la jeunesse puisse avoir quand même son mot et puisse avoir la place dans les discussions à venir et dire ce qu'elle veut voir être fait en sa faveur. C'est ce que la ministre de la Jeunesse devait faire. D'ailleurs, je salue le camp de la jeunesse dirigé par le président Enoch Manoka, et mon confrère juriste. En tout cas, je salue également sa pertinence dans les différentes interventions. Et je pense que la ministre de la Jeunesse devait commencer par convaincre la jeunesse. Parce que lorsqu'on parle de la jeunesse, elle doit tenir compte de toutes les couleurs politiques. Ce ne sont pas tous les jeunes qui sont d'accord avec les changements. Manoka est plus stratège que Coutineau, vous l'avez dit. Je n'entrerai pas dans ce débat. La ministre de la Jeunesse doit comprendre que ce ne sont pas tous les jeunes qui soutiennent, ce ne sont pas tous les jeunes qui soutiennent les changements de constitution. La première des choses, elle devait réunir ces jeunes. Nous discutons sur la place de la jeunesse au sein de nos institutions, au sein de la politique congolaise. Alors, s'il faut changer des constitutions, pourquoi devons-nous changer des constitutions? Ce sont des grandes interrogations à l'issue desquelles les jeunes allaient donner des solutions pour défendre l'intérêt de la jeunesse. La logique, c'est que nous voulons défendre l'intérêt de la jeunesse. Mais avec quel prix? Mais pas oui, je l'ai vu, le changement des constitutions. Mais qu'est-ce que Grâce nous propose alors? Puisque lors de la vidéo qu'elle avait publiée, c'est-à-dire la vidéo dans laquelle elle avait annoncé l'organisation de cette marche. Elle a dit qu'il n'y a qu'un seul article ou qu'une seule disposition de la Constitution qui consacre la question de la jeunesse. Mais qu'est-ce qui elle, Grâce, la ministre de la Jeunesse, propose pour que la jeunesse puisse faire comme disposition supplémentaire? Exactement, elle devait commencer par là. À ne pas oublier. Voilà pourquoi ce sont des personnes qui sont dans la confusion, qui sont dans l'incongruité en quelque sorte. Ces personnes veulent en tout cas mener la population congolaise dans l'oubli. En ce sens que la question
relative à la révision constitutionnelle et le changement constitutionnel, elle n'est pas un technocrate. C'est-à-dire, d'autres questions ne nécessitent pas les changements de constitution. Par exemple, si elle veut qu'on puisse considérer les différents intérêts de la jeunesse, cela ne nécessite simplement pas les changements de constitution. Là, je ne suis pas d'accord. À partir déjà de la révision, tout peut changer. On peut ajouter quelques dispositions constitutionnelles qui consacrent l'intérêt de la jeunesse. La question peut être réglée. On n'a pas besoin d'un référendum de dépenser des millions pour ça. On n'a pas besoin de ça. Or, le fait pour nous de vouloir changer la constitution, c'est-à-dire la considération ou les raisons en quelque sorte d'une manière générale sont ailleurs. Ça ne se limite pas simplement par la jeunesse, par l'organisation. Je vous ai donné l'exemple. Nous avons abordé la question sur l'incapacité du gouverneur d'implémenter une bonne politique, une bonne politique sanitaire, jusqu'à ce que le président puisse implanter et surtout mettre en place la task force. C'est parce que le gouverneur de la ville de Kinshasa est incompétent. Ouais. Si moi, le président de la République avait cette possibilité de mettre le gouverneur de la ville de Kinshasa, mais il allait directement les faire, il allait directement changer. Voilà pourquoi c'est ça que nous sommes en train de réfléchir. Est-ce que devons-nous à ce stade, après 20 ans après avoir adopté cette constitution, par rapport à notre organisation politique, par rapport aux réalités sociales, est-ce que ça marche toujours? Qu'est-ce qui ne marche pas? Nous devons commencer par là. Ensuite, les actions en relief avec les changements de constitution devaient venir après. Par exemple, oui, nous voulons changer de constitution. Imaginez-vous, à partir de son idée, nous voulons changer de constitution. Grâce à Coutinho qu'elle nous dise, qu'est-ce qui garantit que la nouvelle constitution va consacrer l'intérêt de la jeunesse? D'autant plus que nous n'avons pas encore vu ces projets. C'est que son action est hâtive. Elle devait attendre. Ce n'est pas le bon moment d'organiser une telle action. Mais la dernière question sur cette question, maître, c'est au niveau de l'utilisation des moyens de l'État. Vous savez, parce que la Constitution dit « Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal ». Mais lorsqu'on voit à ce jour la police céder son véhicule à la ministre, alors que cette même police est apolitique, peut-on dire que la police a exécuté un ordre manifestement illégal et qu'elle devrait se voir être interpellée au niveau de l'auditorat, parce qu'on a vu aussi, il y a Rebo qui est jugé pour incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi. Mais c'est une évidence. C'est une évidence. Et tout cela à cause de la ministre de la Jeunesse qui est en train de confondre son rôle. En lieu place de défendre les intérêts de la jeune. Mais elle se livre à Kimatalana ne baloba bongo nous na TikTok na ki TikToker de Mativi à Salama Kapo ba ça dit son l'année action qu'est-ce qu'elle a déjà fait pour l'intérêt de la jeunesse? Posons-nous cette question. Qu'est-ce que Grâce Coutinho, depuis qu'elle est ministre de la Jeunesse, elle a déjà fait pour l'intérêt de la jeunesse? Il n'y a aucune action pour l'intérêt de la jeunesse. Elle veut simplement cajoler le président de la République. En tout cas, je condamne cela. Je ne suis pas d'accord avec ça. Lorsque j'avais vu ces images, nous devons faire la politique autrement. Ça ne peut pas se faire. La politique, la police nationale congolaise doit rester apolitique. Les forces armées, tous les services qui sont apolitiques doivent rester apolitiques. Donc, nous devons respecter scrupuleusement la loi. C'est ça la bonne manière de convaincre la population qui peut en quelque sorte nous accorder un nouveau mandat ou soit nous accorder la chance que nous puissions condamner et diriger. D'autant plus que vous savez déjà, chaque parti politique veut toujours conquérir les pouvoirs et à l'issue duquel ces pouvoirs, les partis politiques veulent garder, conserver ces pouvoirs le plus longtemps possible. Et la conservation du pouvoir se fera par des bonnes actions. Si nous faisons des actions pour l'intérêt de cette population, la population va nous accorder encore un nouveau mandat. Mais si, en revanche, nous continuons avec toutes ces bêtises, je qualifie cela comme étant bêtises, permettez-moi d'employer ces termes, avec ce qu'a fait le ministre de la Jeunesse aujourd'hui. En tout cas, là, ça ne va pas marcher. Je ne suis pas d'accord avec cela. Je pense que je profite de votre tribune pour fixer l'opinion publique qui ne suit que, à ce stade, ni la majorité, moins encore l'opposition peut directement affirmer haut et fort que les jeunes, je ne sais pas, les peuples a accepté ou boycotté les changements de constitution. Non, non, non. Et cela va simplement se confirmer, va seulement se cristalliser à l'issue du référendum, à l'issue des résultats issus du référendum. Cela, on va maintenant conclure si le peuple est d'accord ou non. Et ici, à ce stade, je pense que la jeunesse qui a pris part à cette marche, elle a été instrumentalisée. Et je profite également pour dire à cette jeunesse, nous devons rester consciencieux. C'est nous qui sommes la relève de ces pays. Nous devons soutenir ce qui est bien. Ce qui ne va pas,
les politiques ne doivent plus nous utiliser comme étant une instrumentalisation pour des fins personnelles. Là où il y a l'intérêt des jeunes, là où il y a l'intérêt général, nous devons soutenir une telle action. Mais si cette action ne garantit pas notre intérêt... Une autre question. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de gens ont révélé que les jeunes qui se sont rendus à cette marche ont reçu de l'argent. Et on peut voir aussi la logistique mobilisée autour de cette activité. Il y a des t-shirts qui ont été imprimés, achetés, puis on a floqué la mention « Oui, je le veux ». Il y a des drapeaux qui ont été imprimés, il y a beaucoup de choses qui ont été achetées, même la location de l'espace là où l'activité se tient, devant le centre culturel, en face du Palais du Peuple. Mais on peut se poser la question, d'où vient tous ces financements? Est-ce ça vient du compte du ministère parce que c'est le ministère qui organise, ou la ministre a soutiré ça de son salaire privé? Comment avez-vous aperçu ça, vous qui êtes dans les milieux politiques? Comment ça se passe quand un ministre veut organiser une marche? Où est-ce qu'il trouve le financement pour cette marche-là? En tout cas, si c'est pour l'intérêt général, là, l'argent doit être décaissé à partir de la caisse de l'État en quelque sorte. Mais ici, dans les cas où jamais, je ne pense pas, Grace Coutinho doit utiliser l'argent de l'État pour soutenir une telle action. C'est ce que tu ne penses pas? Je ne pense pas. Et je ne veux pas que Grace Coutinho puisse utiliser. Si elle a fait cela, j'appelle les services compétents, quelque chose, c'est-à-dire l'IGF, les services du contrôle financier, doivent en quelque sorte mener des actions, les contrôles rigoureux pour établir la vérité. Est-ce que le ministre Grace Coutinho, elle a utilisé l'argent du contribuable congolais pour organiser son activité politique, ou c'est mais au cas où ils ont la carte à caisse à l'État, il faut qu'on en ait cela, ce genre de choses. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Mais lorsque le ministre Mouyaya dit qu'au Conseil des ministres, il n'a jamais été débattu la question du changement des constitutions, et que la ministre Grace Coutinho, qui siège également au même Conseil des ministres, organise une marche de soutien au changement de la Constitution, peut-on dire que les ministres Mouyaya avaient tout faux en affirmant que la question n'avait jamais été débattue au sein du Conseil des ministres, où chaque ministre au sujet du changement de la Constitution agit en électron libre? Pas forcément, c'est très clair. D'autant plus que le Conseil des ministres est un organe politique. Vous savez déjà que habituellement dans notre pays, il est organisé c'est-à-dire chaque fin de la semaine. Vendredi et samedi, je ne sais pas, tout dépend du calendrier des présidents. Il y a des fois également, il est organisé les mercredis, mais habituellement, le Conseil des ministres est organisé vendredi. Et je n'ai jamais vu, vous êtes également journaliste et vous pouvez nous informer si je n'ai pas des éléments, des informations fiables en ce qui concerne cette question. Je n'ai jamais vu à l'issue d'un conseil des ministres les porte-parole des gouverneurs. Du gouvernement. Les porte-parole du gouvernement, bien sûr, au travers, par l'entremise du compte rendu qu'il fait régulièrement, il a également abordé cette question. Cela sous-entend que cette question n'a jamais été abordée. Et ici, tel que je vous avais dit, j'avais dit dans mon introduction, ça n'engage que Grace Coutinho, qui est ministre de la Jeunesse. Voilà pourquoi j'interpelle la Première ministre d'interpeller. En tout cas, à ce stade, tous les regards sont fixés sur est-ce que le président va convoquer les dialogues. Quand elle va convoquer les dialogues, là, on reviendra sur cette question lors de notre dernière question, dernière thématique en quelque sorte, pour beaucoup plus réfléchir autour de cette question. Et ici, à ce stade, ça n'engage que Grace Coutinho. Cette question n'a jamais été débattue en Conseil des ministres. C'est une évidence. Vous êtes journaliste et je pense que cela n'engage nullement le gouvernement. C'est-à-dire, il faut directement condamner. S'il faut tirer, en tout cas vers le bas, ou soit critiquer cette action, il faut directement s'en prendre à Grace Coutinho. Et en ce sens, j'interpelle l'IGF et tous les autres organes de contrôle financier puissent mener des enquêtes sérieuses pour en tout cas établir la vérité en ce qui concerne l'argent que Grace Coutinho a utilisé pour organiser une telle activité inopportune. Merci. Maître Promesse Makobikwa, ça nous permet directement, fidèles téléspectateurs, comme annoncé tout à l'heure, de passer à notre deuxième thématique qui revient sur l'ultimatum de l'opposition lancé au président de la République
lui demandant de convoquer d'ici le 15, donc il lui reste 3 jours, convoquer les dialogues national inclusif. Selon l'opposition, donc la structure C64, ces dialogues doivent réunir tout le monde. Kabila, Nanga, donc AFC M23, tous les opposants politiques qui sont en exil, ils doivent revenir au pays ou au lieu qui sera trouvé, parce que jusque-là, les avis diffèrent. L'Union sacrée veut que les dialogues se tiennent à Kinshasa. Sauvons la RDC de Joseph Kabila veut que ce soit dans un autre pays que la RDC. En tout cas, les avis diffèrent. Mais l'ultimatum lancé ici, c'est que le président doit convoquer ces dialogues, signer une ordonnance, parce qu'il agit par voie d'ordonnance, avec des termes de référence sur les modalités de tenue de ces dialogues. Maître, voyez-vous le président de la République convoquer ces dialogues tant attendus d'ici les 15? Merci beaucoup encore une fois de plus de nous avoir posé cette question. Je pense que le président, il avait déjà bien et bien d'ici là. C'est-à-dire, il a cette intention de convoquer les dialogues. Sauf qu'il est impératif que nous puissions préciser ici que les présidents ne considèrent pas, je peux directement placer ces mots, l'ultimatum imposé par l'opposition. Là, j'aimerais que vous puissiez modifier votre question. C'est la C64. Pourquoi j'ai dit cela? Parce qu'à ce stade, l'opposition est divisée. Vous savez, bel et bien, il y a le président du BAT, Alain Boulot, j'ai les autres personnes, je ne peux pas citer. Non, mais les BAT, là, représentent quoi? Non, ils sont également opposants. Voilà pourquoi je vous ai dit, c'est la C64 qui a placé cet ultimatum. Okay. Alors, de l'autre côté, il y a également Sauvons le Congo. Sauvons Congo n'a pas passé l'ultimatum. Je ne sais pas si je ne suis pas informé. Sauvons la RDC n'a pas passé l'ultimatum, mais voilà. Par contre, ils ont posé des conditions. Ils ont posé des conditions pour la tenue du dialogue. Notamment, ça doit être à l'extérieur du pays. Et ça doit être un dialogue inclusif. Exactement. Mais ici, dans les cas sous examen, la C64 a simplement plaqué l'ultimatum sans pour autant fixer les conditions rigoureuses. À la différence de Sauvons le Congo. Voilà pourquoi je vous ai dit l'opposition est divisée sur cette question. C'est-à-dire, Sauvons la RDC a ses conditions, la C64 a également ses conditions, et les autres opposants également ont ses conditions. Et ici, l'ultimatum du 15 août est plaqué par la C64. Et je profite également, avant de répondre totalement à votre préoccupation, de faire une analyse scientifique et surtout sociale en ce qui concerne l'organisation C64. La C64, c'est une coalition de faits. Elle a été créée préalablement, d'après leurs objectifs, c'est de défendre l'ordre constitutionnel, mais également d'empêcher en quelque sorte les présidents de la République de ne pas briguer le 3e mandat. Alors, nous devons nous interroger. Comment ils sont arrivés à abandonner facilement leurs objectifs au détriment du dialogue? C'est ça la grande question. Est-ce qu'ils ont abandonné les objectifs ou la défense de l'ordre constitutionnel est toujours d'actualité? Ils n'ont pas abandonné. Comment vous dites qu'ils ont abandonné? La défense de l'ordre constitutionnel n'est pas d'actualité. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la politique, chaque action compte. Lorsque la loi, je ne peux pas entrer dans ce débat, ça l'engage que, d'après la C64, ils avaient dit que la loi, si le référendum, tel qu'avait proposé le professeur Ngona Koyi, le député national, n'était pas conforme à la Constitution, d'après la C64. Mais ils allaient directement organiser leur marche de contestation. Mais ils ont contesté. Ils n'ont pas contesté. Ils ont simplement condamné par des simples papiers, tout en voulant en favoriser le dialogue. Maître, attendez, s'il vous plaît. Est-ce que vous savez que la C64 a organisé un sit-in devant le palais du peuple, le sit-in qui a viré dans une répression sanglante? Il y a eu des blessés, ainsi de suite. Il y a eu des jeux de projectiles, des attaques des sièges des partis politiques de l'opposition, en l'occurrence de l'ECD de Martin Fayoulou. Il y a eu beaucoup de bavures au cours de ces sit-ins-là qui n'avaient jamais été tenus. Il y a également eu la ville morte décrétée par l'opposition également. C64. Ces deux activités réussies ont prouvé à suffisance que cette dynamique pouvait résister face aux velléités du pouvoir
qui tendent au changement de la Constitution. Et vous savez pourquoi est-ce qu'ils avaient organisé cette activité? Ce n'était pas pour défendre l'ordre constitutionnel. Mais en revanche, ils avaient organisé cette activité pour créer une crise politique. Pourquoi? Parce que dès qu'ils savent, ils sont bel et bien conscients qu'à ce stade au niveau de la République démocratique du Congo, nous n'avons qu'une seule crise, qui est la crise sécuritaire. Nous n'avons pas une crise politique. Voilà pourquoi le dialogue est bel et bien bon. Bien que moi, personnellement, je ne soutiens pas les dialogues à la congolaise. En ce sens que nous nous réunissons, nous parlons certaines questions, certains aspects de l'actualité politique, des différentes crises, en quelque sorte que ce soit la crise sécuritaire, la crise politique, et qu'à l'issue de ces cadres de concertation, il y a la libération des personnes qui ont pris des armes pour menacer l'intégrité territoriale, qui ont tué en quelque sorte notre population, ils seront libres par l'entremise du brassage et mixage. Là, je ne suis pas d'accord, je condamne cela. Ça, c'est des 1. Et des 2, si nous organisons simplement les dialogues au fin de faciliter, de baliser les tremplins aux politiques, de partager les pouvoirs, je ne suis pas non plus d'accord avec cet aspect. Parce que cela ne va jamais résoudre aucune crise et nous allons toujours revenir à la même question. Alors, sous un autre angle, l'ultimatum, j'entre directement la question sur les dialogues, d'autant plus que nous l'avons abordé. Tel que vous l'avez dit, la C64, c'est une coalition qui tire son fondement juridique à travers l'article 64 de la Constitution. Ils ont bien dit l'article est clair. C'est-à-dire, dans l'article 64, il faut lire l'article 64, tout individu a le pouvoir de faire échec à toute personne qui veut prendre le pouvoir par la force. Ça, c'est dans le premier volet. Et dans le deuxième volet, c'est même toutes les personnes qui exercent le pouvoir en violation de la Constitution. Alors, la C64, telle qu'elle est là, nous pouvons nous interroger. D'autant plus qu'ils ont dit, parmi leurs conditions, Corneille Nangaa, qui veut prendre le pouvoir par la force, Joseph Kabila, qui veut prendre le pouvoir par la force, et toutes les autres personnes qui veulent prendre le pouvoir par la force, doivent également se retrouver autour de cette table. Alors, quelle serait alors l'importance et la pertinence de cette disposition, l'article 64, dans son premier volet, qui interdit et surtout qui consacre que tout individu doit faire échec à toute personne qui veut prendre le pouvoir par la force. Voilà, on n'arrive plus à comprendre le combat de la C64. Voilà pourquoi j'ai profité de votre tribune pour dire à la C64 que cette coalition des faits doit être supprimée. Soit, ça doit être supprimé, d'autant plus que au-delà du fait que ça doit être supprimé, avant que cette coalition soit supprimée, elle doit demander pardon à la population. Comment ça? Mais attendez, comment vous pouvez demander à la suppression alors qu'ils ont constaté une violation régulière de la Constitution, violation également des droits et libertés fondamentaux des citoyens? Il y a une crise économique qui va jusqu'au-delà. Il décrit la dictature du président de la République. Mais comment aujourd'hui vous demandez la suppression de ces 64 alors qu'ils défendent l'ordre constitutionnel? Pour renchérir ce que je dis, les journaux Les Potentiels, nos confrères du journal Les Potentiels ont rapporté qu'une soixantaine d'organisations de la société civile ont adressé une lettre ouverte au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'invitant à renoncer au projet de changement de la Constitution pour préserver la stabilité politique du pays. Est-ce qu'on peut dire à ce jour que la stabilité apparente que nous avons, parce que l'Est du pays est déstabilisé, est tenue ne tient que par un fil, et que si on franchit cette ligne rouge du changement des constitutions à ce jour, ça pourrait nous exposer à beaucoup plus de problèmes qu'on en a aujourd'hui? Je ne pense pas cela. En tout cas, permettez-moi de renchérir en tout cas mon idée, d'agencer mon idée. Ensuite, je vais directement aborder la deuxième question. Tel que je le disais, c'est-à-dire la C64, c'est qu'elles ont fait. Pourquoi est-ce que j'ai interpellé? Et surtout, j'ai dit qu'elle doit demander pardon à la population congolaise. Vous avez dit, lors de la répression sanglante, tel que vous l'avez dit, elles avaient lors de la répression sanglante. Au-delà de la répression sanglante, il y avait également la ville morte. Vous savez, le conséquent de la ville morte, il y a eu des pertes économiques. Parce que la majorité des Congolais vivent les jours au jour. Et ces jours-là, ils n'avaient pas exercé leur activité. Même les entreprises publiques et même les entreprises privées. Contre ça qui est le côté.
C'était un manque à gagner. Et aujourd'hui, il change de position pour exiger les dialogues. Or, vous avez dit que le président est en train de violer la Constitution, le président a fait tout ce que vous voulez. Je vous rappelle que la C64, parmi les premières actions implémentées par cette organisation des faits, qui est appelée à être supprimée, d'autant plus qu'ils ne sont plus cohérents avec leurs objectifs, avait lancé, informé l'opinion publique qu'il allait déposer la plainte contre le président de la République. Or, j'avais dit, dans les autres médias, ceux qui me suivent, c'est que j'avais réfléchi, j'avais plaqué comme réflexion sur cette question. La C64 aurait du mal à déterminer les motifs des droits, voire même les motifs des faits dans la plainte. Parce que dans la rédaction de la plainte, il faut préciser. Le président de la République, par exemple, a violé une telle disposition en date telle. C'est-à-dire les faits infractionnels. Il détermine cela et ensuite il dépose la plainte. Or, j'avais bel et bien analysé au regard de la situation politique, au regard de toutes les actions. Jusque-là, je n'ai jamais vu une disposition, même une seule disposition, un article que le président de la République a violé, sous réserve d'être contredit. Les jours où vous allez recevoir les membres de la C64, il faut commencer par leur poser cette question. Quelle est cette disposition que le président de la République a violée? Il n'y a eu aucune disposition. C'est-à-dire, si cet aspect-là, ils ne sont pas cohérents, je ne suis pas d'accord, le président de la République n'a pas violé. Alors, ils veulent les dialogues. Vous avez abordé la question relative à la sécurité au niveau de l'Est. La grande question, beaucoup plus serait celle de savoir, est-ce que, même si, supposons, le président de la République renonce au projet de changement de constitution, parce que d'après eux et les autres Congolais, ils disent que non, le projet de changement de constitution peut faciliter la balkanisation de ces pays. Alors, ils oublient toutes les paroles, même je considère cela comme étant une menace à notre État qu'avait proféré Paul Kagame. Vous savez ce que Paul Kagame avait dit? Il a dit quoi? Il était clair. Il avait dit, le président Tshisekedi n'est pas le problème. Le problème c'est qui? J'y arrive. N'est pas le problème à cette situation. D'ailleurs, c'est une évidence. Cela fait pratiquement 30 ans que nous sommes agressés par les Rwandais. C'est grâce au président de la République qu'aujourd'hui, nous avons compris que c'est le Rwanda qui est notre principal agresseur. Et je quitte cet angle. Alors, Kagame a dit, le combat qu'il est en train de mener au niveau de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire, il veut justifier son agression, bien que ce n'est pas légal, il n'a pas raison. Il a dit que il est en train de mener un combat pour récupérer une partie des territoires que, au niveau, lors de l'époque coloniale, qu'on avait mal découpé à cette époque pour que ça puisse revenir et appartenir au Rwanda. C'est-à-dire, le projet, l'intention de Kagame n'est rien d'autre que l'annexion de nos différents territoires dans son territoire. Alors, nous devons nous interroger. Si le président de la République renonce à ces projets, est-ce que pensez-vous que Paul Kagame va-t-il également renoncer à ces projets belliqueux? Mais attendez. C'est ça la grande question. Est-ce que les changements de la constitution, parce que vous dites que le président ne doit pas renoncer à ces projets, est-ce que c'est la nouvelle constitution qui viendrait assurer la sécurité des frontières, la protection des frontières? Pas simplement. Alors, pas est-ce que la constitution actuelle empêche l'administration d'équiper l'armée, de disposer des hommes dans les frontières pour la sécurité, la protection des frontières et la sécurité des personnes et de leurs biens? Pas forcément. Alors, de quoi parle-t-on? On ne change pas de constitution pour résoudre la question sécuritaire. Voilà pourquoi la question que vous avez posée. Il faut également le poser à nos opposants. Est-ce que le dialogue congolais va-t-il également résoudre définitivement la crise sécuritaire qui s'est vue au niveau de l'Est? Je pense que non. D'ailleurs, Paul Kagame, si vous suivez, comment il s'appelle? M. Corneille Nangaa. Corneille Nangaa avait déjà donné sa position en ce qui concerne les dialogues. Ils ne vont plus prendre part au dialogue organisé par le président Tshisekedi. Il était clair. Avant qu'il puisse dire cela, il faut considérer, lorsqu'on parle de l'FCM23 et Corneille Nangaa n'est qu'un proxy, en quelque sorte. C'est un supplétif. Lui et son organisation, ils sont des supplétifs du Rwanda. C'est-à-dire, toutes les positions de Paul Kagame, ils vont se soumettre à celle-ci. C'est-à-dire, Kagame, lorsqu'il avait évoqué cette question, cette problématique, il avait essayé de justifier son agression. Il avait essayé de justifier, en tout cas, son occupation sur notre territoire. Il était clair. C'est-à-dire, on avait mal découpé, tel que je l'avais dit tantôt. Voilà pourquoi il était mené le combat. Si vous vous souvenez, nous avons également tourné une émission ensemble avec vous. J'avais dit, et je vais continuer toujours de le redire,
pour résoudre la crise sécuritaire qui s'est vue au niveau de la partie Est. Ça ne sera pas simplement par la voie des dialogues, par la voie des négociations, par tous les mécanismes pacifiques des pouvoirs. Vous concluez par là. Exactement, je vous en ai conclu. C'est-à-dire, aucun mécanisme de pacification, aucun mécanisme de négociation des crises d'une manière pacifique va résoudre ces problématiques. La solution face aux menaces de Paul Kagame viendrait toujours par une force dissuasive. Je l'avais déjà dit et je vais continuer. Alors, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les présidents, 7 ans après, de mettre en place cette force dissuasive qui peut amener la paix? Aujourd'hui, si vous observez le combat sur les terrains, je pense que les actions sont insignifiantes en quelque sorte. Mais combien de territoires ont été récupérés? Plusieurs territoires. Combien? Plusieurs territoires. Je vois même hier, je vous informe. Exactement, c'est une information à vérifier. Allez-y. C'est une information à vérifier. Allez-y. Les Ouazalènes et les FARDC se sont affrontés contre les FCM23. Ils ont récupéré des villages. Là, je vous informe. Quel village? Je pense que c'est Kipichi, si ma mémoire ne me trahit pas. Il faut vérifier l'information. S'ils me suivent là, ils peuvent suivre l'information. Merci. Ils récupèrent des territoires. C'est-à-dire, face à cette crise qui s'est venue au niveau de l'Est, et moi je ne pense pas que les dialogues vont résoudre la problématique, la crise sécuritaire qui s'est venue au niveau de l'Est. Simplement, nous devons compter par la force dissuasive. La dangerosité des dialogues à la con, c'est quoi? Si toutes les parties prenantes, aucune personne, puisque le président a montré la bonne foi d'organiser les dialogues pour la réforme de l'État, aucune personne, aucun politique ne doit porter sur la table des négociations les brassages et mixages. Parce que ça fait partie de notre faiblesse. Lorsque nous sommes infiltrés, tant au niveau des institutions et au niveau de l'armée, cela donne la force à M. Paul Kagame de nous agresser. Mais si Paul Kagame n'avait pas cette opportunité, n'avait pas infiltré nos institutions, peut-être il n'allait pas non plus agresser notre territoire. Merci. Donc, je compte au président de la République et j'ai conclu ici par souhaiter joyeux anniversaire à Jolie Mukanga. Elle est l'une des téléspectatrices, en tout cas de votre émission. Elle fête son anniversaire aujourd'hui. J'ai profité de votre team pour souhaiter joyeux anniversaire à Jolie Mukanga. Merci Jolie. Joyeux anniversaire à toi et passe des très très bons moments en compagnie toujours de l'écho de l'école des communicateurs sur CML 13 Télévision, la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Je ne saurais pas conclure cette émission sans placer un mot sur la tournée du ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Moïndo Nzangi, qui s'est rendu à Mweka. Moïndo, ministre de l'Agriculture, il arrive à Mweka avec 2 tracteurs. Je ne sais pas si c'est avec ces 2 tracteurs-là. 2 tracteurs de petit format. Bon, je ne suis pas mécanicien pour connaître la puissance de ces engins. Mais allez voir visiblement, ces tracteurs-là ne peuvent pas faire 1000 hectares de champs. Ils tomberaient en panne, excessivement. Il arrive là, il n'a même pas de semences. Oh là là. Selon lui, les semences doivent être trouvées localement. Et quand il va commencer à tromper la population de Mweka que l'axe Katalaï, Luebo et Mweka, c'est un axe d'à peu près 300 km. Cet axe-là sera asphalté. C'est un gros mensonge. Et je voudrais ici dire à la population de Mweka que M. Moïndo vous a trompé. Aye Koko Sabino. Pambate, il n'est pas ministre des infrastructures. Donc c'est un truc qu'il est venu pour berner la population. Parce que cela avait été promis depuis longtemps. D'ailleurs, pour preuve de l'inaction de ces gouvernements nationaux au niveau provincial de l'autre côté, dans la province du Kasaï, c'est que quand vous êtes à Mweka, aucune infrastructure issue du projet 145 territoires n'a été livrée. Tout est inachevé. Les taux d'exécution physique et les taux d'exécution financière ne coïncident pas. C'est que l'argent a été décaissé, mais les travaux sur terrain sont très insignifiants. Mais Moïndo, au-delà de tout ça, il n'a pas trouvé mieux que d'aller à Mweka avec 2 petits tracteurs, sans semences. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont s'aimer après avoir cultivé.
Et d'ailleurs, il se pose un problème d'identification des champs. De l'autre côté. Mais il a fait une politique politicienne, en train de mentir à gauche et à droite. Il ne dit pas la vérité, ça et là, avec des messages et des promesses dont il ne pourra pas réaliser. Il a laissé une bombe à retardement au niveau de l'ESU, avec son histoire ici de LMD, qu'il n'a pas pu résoudre. Mais il va à l'agriculture, il laisse les projets d'agriculture pour parler des problèmes de construction des routes. Donc, la mission officielle décrétée, c'est l'agriculture, mais lui va parler des problèmes de construction des routes. Sans consulter son collègue des infrastructures, sans que les budgets ne soient décaissés, il va promettre pour mentir. Et au finish, il ne fera rien. Et dans tout ça, vous verrez que les gens restent toujours distraits. Les gens restent distraits et tout ceci relève du manque de conscience, notamment de la jeunesse de Moueka, qui est habituée à être manipulée par des politiciens. Et d'ailleurs, si cette jeunesse avait été avertie, elle ne serait pas partie à l'accueil de ces ministres. Il fallait qu'il les laisse faire ces histoires avec des administratifs. Ça serait mieux. Parce que les gens ont reçu 5 000 francs à gauche, 2 000 francs à droite, ils se sont rendus là. C'est comme ça qu'il a trouvé l'occasion de faire ce discours-là. Si la population était démobilisée à ne pas prendre part à cet accueil, et d'ailleurs qui n'a pas été une réussite, je pense qu'il ne ferait pas, qu'il n'aurait pas fait ces discours-là. Fidèles téléspectateurs, je voudrais ici saluer tout le monde qui nous suit de l'autre côté sur YouTube à Moueka. Je vois ici Nana Pelengue avec son bébé Eliana, Francine Jiba, Albert Kankou. Vous êtes très très nombreux qui nous suivent depuis Moueka dans la province du Kasaï. Vous êtes très nombreux en tout cas. Recevez ici tous nos remerciements pour cette attention soutenue à ces programmes éco de l'école des communicateurs. Et pour le reste, je vous dis à la prochaine occasion et avec la même énergie, peut-être plus.